on va rentrer dans le syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale. Et on va, pour commencer, voir la composante neurologique de ce syndrome qui, bien évidemment, peut associer des problèmes vasculaires. Alors, les responsables de ce problème, ils sont nombreux. Il y a des responsables qui sont des responsables musculaires. Au premier chef, c'est le scalène moyen, qui, dans l'espace interscalénique, peut être responsable de la compression du tronc primaire inférieur. Mais on a également le volume du muscle sous-clavier, qui est sous-claviculaire et qui s'insère sur la première côte, qui peut intervenir dans ces compressions, de même que le petit pectoral. Donc voilà les trois muscles qui peuvent être à l'origine de ce syndrome de compression au niveau du défilé cervico-thoracique. Et puis on peut également avoir d'autres causes plus anatomiques, je dirais, à ce problème. C'est l'existence d'une côte cervicale, alors essentiellement des côtes cervicales de type 3, comme on voit sur cette diapositive, avec finalement une apophyse transverse de C7 qui est très importante, mais qui ne s'insère pas directement sur la première côte. Elle est en fait prolongée par du tissu fibreux qui va faire un effet chevalet qui va entraîner une compression au niveau du tronc primaire inférieur. Et puis on peut également avoir des causes tumorales qui vont bien évidemment entraîner cette compression au niveau de cet espace, et également des formes fonctionnelles avec notamment des problèmes posturaux, avec une horizontalisation de la clavicule, souvent en relation avec une hypertonie ou une hypertrophie du muscle sous-clavier, donc qui joue un rôle important dans cette pathologie en association avec le petit pectoral. Et puis on peut avoir, alors ça j'en ai vu une fois, des formes traumatiques à la suite d'un plaquage, un joueur de rugby, suite à un traumatisme direct au niveau du moignon de l'épaule, avec des atteintes neurologiques plexuelles qui sont quand même assez embêtantes puisqu'il a mis du temps à récupérer. Alors, quels sont les patients finalement qui viennent pour ce type de problème ? C'est souvent des femmes d'âge jeune, 20 à 50 ans, quoique 50 ans... qui présentent souvent une hypertrophie mammaire ou autre pathologie qui peut être associée, autre problème qui peut être associé à ces problèmes de syndrome du défilé, c'est le thorax excavatum ou le thorax en entonnoir. Dans les responsabilités d'activité, on a le port de sac à dos qui va bien évidemment entraîner une compression au niveau de l'espace, de cet espace. Le port de charges lourdes sur le moignon de l'épaule, donc ils vont plutôt toucher là des hommes qui travaillent dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs d'activité exigeants. Et la pratique sportive, bien sûr, peut être responsable de ce type de problème, surtout les sports qui sollicitent les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules. Alors bien évidemment le tennis, mais aussi le basket, le baseball, le volley. Alors moi j'ai une nageuse, bon, c'est pas fréquent vu le nombre de nageurs et de nageuses que j'ai rencontrés, j'ai une nageuse de mon club actuel qui va bientôt se faire opérer de ce syndrome, mais c'est quand même assez rare dans la natation. Mais donc on peut retrouver ça chez les sportifs et chez les sportives. Alors, dans les formes cliniques, il faut quand même souligner que ces formes dites neurologiques, en fait, sont rarement isolées. C'est-à-dire qu'on a toujours une petite composante vasculaire. Donc, il faut des formes neurologiques pures sont quand même relativement assez rares. Ce qu'il faut également souligner, c'est que les syndromes proximaux sont exceptionnels, plutôt d'origine traumatique, alors que les atteintes touchent préférentiellement le plexus inférieur, avec donc des atteintes qui sont plutôt C7-T1, associées ou non, comme je l'ai déjà dit, à des problèmes vasculaires associés. Dans les formes hautes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des douleurs qui vont être plutôt localisées en latéro-cervical et qui vont irradier à la face externe du membre supérieur, avec des paresthésies qui vont plutôt être dans le territoire du musculo-cutané, qui est en violet sur la diapositive, ou du médian, qui est en bleu ciel, vert. Je dois dire que je suis un peu daltonien, là, sur la diapositive. Les atteintes motrices sont exceptionnelles. Par contre, il y a un signe clinique qu'il faut rechercher dans ces syndromes-là, ces formes cliniques, c'est l'existence d'un signe de Tinel, qui est un élément quand même important des diagnostics de compression neurologique à la percussion au niveau de l'espace sus-claviculaire. La plus fréquente, c'est quand même la forme basse, donc plutôt C8-T1 ou C7-C8-T1. Les douleurs là sont plutôt postérieures au niveau du rachis cervical. Ils vont irradier à la face postérieure de l'épaule, au creux axillaire et à la face interne du bras. On va avoir des paresthésies essentiellement dans le territoire ulnaire.
Et on a souvent un déficit moteur qui est en lien avec une atteinte des muscles interosseux, avec un déficit de l'abducteur de l'index et un déficit au niveau de la pince pouce-index. Alors j'ai trouvé cet article qui date de 2024 d'Erin McIntosh, et c'est un peu redondant ce que je vais vous dire là maintenant, mais je trouve qu'il a une façon assez pratique d'exposer le problème. Alors les principaux symptômes, c'est essentiellement une douleur. C'est une douleur de l'ensemble du bras, donc on est vraiment dans un diagnostic de brachialgie. Et cette brachialgie, en fait, elle a une composante neurologique, avec des notions d'engourdissement, de paresthésie, de faiblesse dans le bras, dans les doigts, dans la main. Donc on a un tableau du membre supérieur. Ce qui va être caractéristique de ces douleurs, c'est que ce sont des douleurs ou des paresthésies qui vont survenir lors de la position prolongée des bras au-dessus du plan des épaules. Donc on lève les bras et puis au bout d'un certain temps, on va sentir cette douleur, ces paresthésies, cette symptomatologie neurologique. Elles peuvent également être réalisées lors d'un effort répété, la secrétaire sur son clavier ou d'autres tâches répétitives. Donc il y a bien sûr la surélévation des bras, mais il y a aussi des activités journalières répétées qui peuvent entraîner ce symptôme. Et puis, chose qui est également important et intéressant à rechercher à l'interrogatoire, c'est l'origine de ces douleurs. Et les patients, souvent, vont vous dire, c'est des douleurs qui démarrent juste au-dessus de la clavicule ou juste en dessous de la clavicule. Donc, le point de départ supra- ou infraclaviculaire est intéressant à noter chez ces patients. Alors, l'histoire clinique aussi est intéressante à évoquer. Alors, on l'a vu, ça peut être lié à des activités professionnelles ou de loisirs qui sollicitent en répétition les membres supérieurs. Ça peut être une origine traumatique ou micro-traumatique, donc par la répétition des mouvements. Ça, c'est donc le premier type de forme clinique ou d'histoire clinique qu'on peut rencontrer. Mais on peut également avoir des causes connues de cette symptomatologie. C'est-à-dire que c'est des gens qui, dans leurs antécédents, ont fait une fracture de la clavicule ou de la première côte. Et puis, c'est des gens qui, à travers un cliché radiographique au niveau de son rachis cervical, a pu montrer qu'il existe une côte cervicale. Et autre élément de ces histoires cliniques qui est vraiment très intéressante, c'est des gens qui, finalement, avaient une brachialgie, qui ont été opérés, soit d'une névralgie cervico-brachiale, soit d'un nerf périphérique. Et en fait, on est en échec de ce traitement, parce qu'en fait, on a mal diagnostiqué la symptomatologie, ou alors on s'est fait piéger, parce qu'on le verra tout à l'heure, on peut tout à fait avoir des associations entre une atteinte d'un nerf périphérique et ce syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Donc on peut se retrouver confronté à un échec d'une chirurgie antérieure, orientée sur une pathologie neurologique, mais qui finalement n'a pas tout traité ou est passé à côté du diagnostic véritable. Et puis, bien évidemment, on peut être en échec d'un traitement conservateur qu'on verra tout à l'heure, ou en échec d'un traitement chirurgical, soit après une période d'amélioration, soit sans amélioration. Et donc, on peut être confronté à un échec de la chirurgie, puisque la chirurgie, on le sait, ou le traitement fonctionnel va marcher entre 50 et 70% des cas dans cette pathologie. En ce qui concerne l'examen physique, on va rechercher la sensibilité à la palpation au niveau du triangle d'escalène ou de l'espace sous-coracoïdien. La palpation au niveau de la coracoïde est très intéressante. Ce qui va être également intéressant de signaler, c'est que lors de la pression, non seulement on va avoir une sensibilité, mais on peut être amené à déclencher les paresthésies. Donc bien évidemment, tout ça va être très évocateur d'un conflit au niveau de la zone de pression réalisée lors de l'examen clinique. Et puis on peut avoir également une perte de force au serrage de la main, des muscles intrinsèques et du cinquième doigt, et on va rechercher une amyotrophie qui peut toucher soit l'éminence ténare, soit l'éminence hypoténare en fonction de l'existence d'une forme haute ou d'une forme basse. Et puis, à long terme, on peut se retrouver confronté à une griffe cubitale, mais là, c'est souvent des pathologies qui évoluent depuis de nombreuses années, avec, comme l'a dit très justement Frédéric avant le topo, c'est que ce sont souvent, malheureusement, des diagnostics qui sont réalisés très tardivement. Et puis, bien évidemment, il faut se servir des manœuvres provocatrices. Comme le diagnostic est souvent tardif, devant toute brachialgie, en fait, on devrait faire ces manœuvres qu'on va voir. Alors, le premier signe, c'est le signe de Morley, qui consiste à réaliser une compression de l'apophyse transverse de C7, avec donc toujours cette double recherche d'une sensibilité ou du réveil de paresthésie. Le test de Greenstone, avec une compression, comme on peut le voir ici, du scalène antérieur sur son intersection costale. Il faut que la compression dure au moins 30 secondes
pour que ce soit intéressant, déclencher ces paresthésies. Le test d'Hudson modifié est très intéressant. Donc c'est un patient qui va tourner la tête, menton levé du côté opposé au côté lésionnel. Il est assis, il va inspirer profondément et bloquer sa respiration. Épaules projetées en arrière et mains sur les cuisses. Et là aussi, c'est pareil, on doit redéclencher les phénomènes douloureux que présente le patient. Autre test, le test de Falconer et Wedel, ou du garde à vous. En relevant le menton, les épaules bien baissées, on ferme la pince costoclaviculaire dans cette position et on peut déclencher la symptomatologie. Mais le test le plus connu et peut-être le plus intéressant à réaliser chez ces patients, c'est le test du chandelier, bras au zénith pendant 3 minutes, en lui demandant d'ouvrir et fermer la main pendant 3 minutes, avec là aussi, c'est pareil, la recherche des signes cliniques décrits par le patient. Alors, ça c'est intéressant parce que on rentre là dans les pièges diagnostiques dont je vous ai parlé tout à l'heure avec finalement ces échecs d'une chirurgie antérieure de décompression d'un nerf périphérique. Car très souvent, pratiquement entre presque la moitié des cas, on peut avoir des associations de compression neurologique, avec non seulement un syndrome du défilé cervico-thoracique, mais on peut avoir une compression du nerf médian, au canal carpien, au niveau du rond pronateur. On peut avoir également une atteinte au niveau du nerf cubital ou du nerf ulnaire, au coude, à la loge de Guyon, et également une compression du nerf radial au niveau de l'arcade de Frosé. Donc il faut vraiment se méfier de ces associations lésionnelles qui sont loin d'être exceptionnelles, comme vous pouvez le voir dans ces diapos. Alors bien évidemment, dans le diagnostic de brachialgie, les diagnostics différentiels vont être nombreux. Alors je ne vais pas insister là-dessus. Alors bien évidemment, les névralgies cervico-brachiales, des séquelles de fractures, des tumeurs, pathologie de la coiffe, l'algodystrophie, syndrome de Parsonage-Turner comme on peut voir sur la diapo. Il faut se méfier bien évidemment d'une compression du nerf axillaire dans l'espace quadrilatère. Et quant au diagnostic de fibromyalgie, à mon avis, il sort un petit peu de ce cadre-là. Mais si on a une atteinte bilatérale avec des douleurs des 2 membres supérieurs, ça peut éventuellement être un diagnostic qu'on peut poser. Mais pour avoir vu beaucoup de fibromyalgie, je dois dire que j'ai rarement vu ce type de problème-là. Alors, en ce qui concerne les éléments du diagnostic, parce qu'on a une forte suspicion clinique, on va voir que si la radiographie nous montre une côte cervicale ou une hypertrophie de C7, bien évidemment, ça va nous orienter. Ça peut être intéressant de rechercher également une horizontalisation de la clavicule dans les formes qui sont des formes plutôt fonctionnelles, positionnelles. Et puis, ce qui est intéressant également à rechercher, c'est une hypertrophie de l'apophyse coracoïde et bien évidemment des séquelles d'une fracture de la clavicule, si c'est connu. L'IRM peut permettre de visualiser le plexus brachial, a également l'intérêt d'analyser la masse musculaire, et notamment on s'intéressera aux muscles scalènes, au petit pectoral, aux muscles sous-clavier. Ça peut nous donner des indications sur l'importance de ces compressions liées à ces hypertrophies musculaires. Et puis, on peut également avoir la chance de voir de visualiser les bandelettes fibreuses qui s'insèrent dans les côtes de type, dans les côtes cervicales de type 3, les bandelettes fibreuses qui s'insèrent sur la première côte. L'EMG peut être proposé. Il est assez décevant car il est surtout positif quand on a une atteinte neurologique patente. Par contre, son intérêt, ça pourrait être justement de localiser la zone de compression. Donc l'EMG va nous orienter quand même sur la zone de localisation du conflit, donc ça peut être intéressant. Il va falloir bien évidemment étudier les muscles intrinsèques de la main, mais ce qui semble le plus intéressant, mais je veux dire que je ne suis pas un électrophysiologiste, mais je sais que ici dans la salle, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi dans ce domaine et qui pourront peut-être en parler. Ce qui semble le plus intéressant à étudier dans cette pathologie, c'est l'étude de la vitesse de conduction nerveuse. Le traitement, il est dans un premier temps médical, bien évidemment avec les antalgiques. Alors on utilisera plutôt des traitements en vue des douleurs neuropathiques. Donc, soit le Lyrica, etc. Enfin bref, vous les connaissez tous. Autres éléments qui peuvent être intéressants, le TENS. Le TENS a sa place dans la prise en charge de ces patients. Il est également noté qu'il peut y avoir un intérêt à faire des infiltrations de corticoïdes et d'anesthésiques sous échographie,
Par contre, quelques études intéressantes sur l'intérêt des injections de toxines botuliques au niveau du scalène moyen ou au niveau du petit pectoral sous échographie, avec des résultats assez intéressants et parfois des résultats qui vont être prolongés dans le temps. Parce qu'on sait que la toxine, ça marche pendant 3 mois, mais après l'efficacité, la durée du temps d'efficacité de la toxine, on peut avoir une amélioration qui persiste. Et puis on peut bien évidemment proposer des blocs nerveux ciblés, ça fait partie de la prise en charge potentielle. La rééducation a un rôle également à jouer dans cette pathologie avec des résultats qui sont très intéressants et qui sont d'autant plus intéressants comme toujours dans les traitements s'ils sont démarrés de manière précoce. Donc d'où l'importance de faire un diagnostic précoce. L'objectif, ça va être de quoi? Ça va être de décontracter les muscles qui sont en cause dans cette symptomatologie, donc les scalènes, le sous-clavier et le petit pectoral. Des massages décontracturants donc pour essayer de jouer contre les contractures de toute cette zone de cette ceinture scapulaire, Donc manœuvre de détente qui utilise le poids du membre supérieur. Il va falloir ouvrir le défilé et la pince costoclaviculaire, donc intérêt d'un travail orienté sur les trapèzes, l'angulaire, le sternocléido-mastoïdien, le rhomboïde, le grand dentelé. Donc tous ces muscles-là vont justifier d'une prise en charge rééducative avec donc cet objectif d'ouvrir, donc de diminuer les muscles qui ferment la pince et au contraire donc les muscles obturateurs, donc éviter de travailler les scalènes, sous-clavier, petit grand pectoral, grand dorsal comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec donc ce travail d'ouverture de la pince costoclaviculaire. Il va falloir également travailler sur la statique rachidienne, donc avec une éducation posturale pour essayer d'éviter l'horizontalisation de la clavicule et faire un travail respiratoire en renforçant la respiration abdominale. En ce qui concerne la chirurgie, je ne vais pas trop en parler puisque tout à l'heure on va en parler de manière beaucoup plus performante que moi. Elle a un rôle, elle est peut-être réalisé d'emblée ou très rapidement, en tous les cas en cas d'échec de la rééducation, dans les formes déficitaires patentes, en cas d'obstacle mécanique avéré, donc avec une voie qui permet de resséquer une côte cervicale ou un tractus fibreux. On peut également proposer, j'ai vu une publication là-dessus, avec une libération du plexus sous arthroscopie s'il y a une compression mais infraclaviculaire, avec en fait une ténotomie du petit pectoral. Et puis, c'est bien évidemment indiqué en cas d'échec de la rééducation. Ce travail qui est intéressant de Balderman, qui a été publié en 2019, avec sur plus de 180 cas de suspicion de syndrome du défilé cervico-thoracique, donc c'est quand même une grosse série, collectée en moins d'1 an, donc ça veut dire quand même un recrutement qui est quand même très orienté sur cette pathologie, avec 33 patients qui ont été sortis parce qu'ils n'avaient pas les critères diagnostiques, 20 personnes qui ont été perdues de vue, donc finalement sur 130 patients, 40 qui ont été améliorés par la rééducation et donc ont poursuivi un travail de rééducation qui doit être prolongé, au moins 3 mois, 3 fois par semaine, enfin c'est un vrai travail rééducatif, et 90 qui sont passés à la chirurgie avec un résultat satisfaisant. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il ne note pas de facteurs prédictifs permettant d'orienter le patient entre la chirurgie et la rééducation. Donc finalement, jouer la carte de la rééducation dans un premier temps, ça paraît raisonnable. Se donner 2-3 mois pour voir l'efficacité de cette dernière. Si on n'a pas d'amélioration, c'est la chirurgie. Sinon, on continue bien évidemment la rééducation. En conclusion, c'est un diagnostic qui est fait de manière souvent trop tardive. Ça représente 5% des brachialgies, donc c'est pas exceptionnel. Les formes neuro sont quand même relativement rares, enfin pures en tous les cas. Donc il y a des associations neurologiques associées très fréquentes, donc il faut se méfier. Bon, le diagnostic, c'est un ensemble d'éléments. Le traitement, c'est la rééducation. Et en cas d'échec, c'est la chirurgie.